in defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. Bingo! It's showtime! MVP, baby! He didn't do that, did he? Slam dunk! Tie game with 5 seconds remaining! He shot! What a perfect ending to a historic day! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 141 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Cette semaine, pour m'accompagner, on retrouve Tom. Ça va, Tom ? Ouais, ça va et toi, Ben ? On se sent un peu seul, Tom. On avait enchaîné les épisodes à 2 ou 3 et là on est de retour à 2. Ça fait un peu vide, mais bon. On a de quoi parler cette semaine puisqu'on va parler du Heat. Le Heat qui affiche un bilan de 12 victoires pour 16 défaites, ce qui pose la franchise sur les pires bases pour une saison en termes de victoires depuis 2007-2008, alors qu'elle a eu un des calendriers les plus faciles pour entamer la saison. Autrement dit, c'est un petit peu panique à Miami. Miami qui termine ce dimanche un road trip de 6 matchs à New Orleans. C'est un match dont vous connaîtrez le résultat au moment où vous allez écouter l'épisode, mais pas nous. Donc on s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour parler de cette équipe qui connaît un début de saison assez difficile. Dans l'overtime, on va revenir sur le trade de Trevor Ariza, qui a été un grand moment, je pense, de basket sur Twitter. Bref, on va vous en reparler. Et aussi sur la prolongation d'un joueur des Nets, Spencer Dinwiddie. Noël, c'est bientôt, donc on vous rappelle de nous poser vos questions pour l'épisode, le grand épisode où on répond à vos questions de Noël sur Facebook, Twitter, par mail, dunkebdo@gmail.com. Et comme chaque semaine, on vous rappelle aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, sur les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, mais aussi YouTube, pour avoir le profil tous les mercredis à 20h. Et nous, on va se retrouver juste après la pause pour discuter du Heat de Miami. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Le Heat a un bilan de 11 victoires pour 16 défaites, une des 10 plus grosses masses salariales de la ligue, 130 millions en tout. Il leur manque une superstar du point de vue des choix de draft. Leur situation n'est pas bonne. Que fait le Heat ? Ces mots-là, ce ne sont pas les miens, mais ceux de Chris Mannix, journaliste à Sports Illustrated, pour ouvrir un de ses articles publiés cette semaine sur Miami, justement. Alors Tom, on pourra revenir plus tard sur les considérations salariales, l'histoire des choix de draft, et aussi peut-être un peu sur le ton apocalyptique du début d'article. Mais on va peut-être commencer par sa conclusion parce que je la trouve assez intéressante, Tom. Que fait le Heat ? Le Heat, c'est une équipe qui navigue à vue, on va dire, et qui est coincée entre le présent, le passé, et qui se pose peut-être des questions pour son futur. On sait que cette saison, c'est la dernière saison de Dwayne Wade, qui est revenu à la maison pour finir en beauté. Enfin, depuis l'an dernier, mais là, il a annoncé que c'était sa dernière saison. C'est une équipe qui est en train de voir éclore 3 de ses principaux jeunes, on va dire Justice Winslow, Josh Richardson et aussi Bam Adebayo. Mais c'est aussi une équipe qui est lâchée par ses valeurs du présent, entre guillemets, c'est-à-dire Hassan Whiteside et Goran Dragic pour citer les principaux. J'aime assez bien ce que tu me dis. Je vais pas la lire en entier, mais il y a une très longue citation d'un exécutif, d'un dirigeant de la ligue dans ce même article. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, je pense, où il parle du fait, et pour moi qui est le plus important, c'est le fait d'avoir payé des joueurs après des saisons productives et des joueurs qui n'ont pas réussi à reproduire ces saisons. Et c'est vrai qu'on a l'impression, quand tu parles de passé, on a l'impression que ce qui faisait la force de cet effectif, qui est en gros le même depuis 3 ans, ça marche plus trop à l'heure actuelle, à cause des blessures, mais aussi, on reviendra peut-être par rapport à ça plus tard, le fait que c'est peut-être une équipe qui a énormément de mal à s'habituer au rythme qui s'accélère. Oui, non seulement ça. Après, le Heat, c'est une équipe qui est vraiment menée et drivée d'une main de maître par Erik Spoelstra. C'est très important de le souligner, puisqu'il arrive à faire quand même fonctionner une équipe dont le talent
est plus que discutable, je dirais. Globalement, le Heat, c'est une équipe qui se base sur son socle défensif. Ils ont l'une des 10 meilleures défenses de la ligue. Ils pêchent un peu en attaque par manque de talent. Mais ce qui est criant, moi, quand je vois le Heat, en fait, c'est d'un match à l'autre, t'as pas l'impression de voir la même équipe. Et ça, c'est vraiment... moi, c'est un truc que je comprends pas, en fait. Par rapport à, je parlais de cette longue citation et t'as bien fait de parler de Spoelstra au début, parce que ce dirigeant en question, il expliquait, je cite, ce roster avec d'autres coachs et les blessures qu'ils ont subies seraient au bord du tanking. Et c'est vrai, je pense que je suis assez d'accord. Il y a d'autres trucs que dit ce dirigeant en question avec lesquels je suis pas vraiment d'accord, mais c'est vrai qu'il faut en parler. Le Heat a connu énormément de blessures, ce qui fait que ça peut expliquer aussi le visage qui change. Je veux dire, quand on commence à faire le compte, ça commence à faire beaucoup. Rodney McGruder et Bam Adebayo, c'est les seuls joueurs qui ont participé à tous les matchs. Josh Richardson, Kelly Olynyk en ont raté 1, Justice Winslow 4, Hassan Whiteside 5, Tyler Johnson 7, Dwayne Wade 8, Goran Dragic 14, Dion Waiters a pas joué de la saison. Donc, c'est un peu dur, même si l'équipe se connaît par cœur, de trouver de l'équilibre quand tu as jamais le même 5 de départ. C'est ça. Après, c'est une équipe qui a, un peu comme les Clippers, c'est une équipe qui a pas mal de joueurs qui sont interchangeables. Le souci, c'est que certes, en termes de positionnement, les joueurs sont interchangeables, mais en termes de qualité et ce qu'ils apportent sur le terrain, ils sont pas si interchangeables que ça. C'est-à-dire que, par exemple, certes, au poste de pivot, par exemple, tu as 3 joueurs qui sont interchangeables et qui peuvent jouer le poste de pivot en la personne de Hassan Whiteside, Bam Adebayo et Kelly Olynyk, mais ce sont des joueurs qui ont des qualités, entre guillemets, totalement différentes en fait. Où Kelly Olynyk, il va être très intéressant quand par exemple tu as un Justice Winslow qui joue de plus en plus meneur de jeu, voire limite porteur de balle, premier initiateur un peu à la Ben Simmons. Il est super intéressant quand il joue pivot. T'as Bam Adebayo qui est assez bon dans un rôle de rim runner entre guillemets, et après t'as Hassan Whiteside qui certes a des forces différentes et qui quand il veut jouer montre que c'est un joueur qui peut être super imposant dans la raquette. Mais après, pour rebondir un peu sur ce que t'as dit au début, c'est une équipe qui a souffert des 2 étés en fait, ils ont souffert de l'été 2016, notamment avec la poison pill qui a été offerte à Tyler Johnson. Et ils ont re-signé en 2016 Hassan Whiteside aussi. Hassan Whiteside, voilà, c'est ça, Hassan Whiteside, voilà, qui était pressenti à Dallas. Et ensuite, en 2017, là où il y a le gros chamboulement, c'est qu'ils ratent Gordon Hayward, et ensuite ils ratent Paul Millsap, et du coup ils se retrouvent à re-signer tous les joueurs du coup qui sortaient qui avaient fait le 30-11. Et au final, je me rends compte qu'avec du recul, le 30-11 leur a peut-être fait plus de mal que de bien, même si ils ont récupéré Bam Adebayo. Ouais, totalement. Cette fin de saison qu'il faut rappeler aussi, parce que j'ai donné le bilan, mais c'est une équipe qui historiquement, enfin sur les 3 dernières années, depuis que cette ossature, c'est en gros la même équipe depuis 2 ans et demi, 3 ans, c'est une équipe qui a quand même la sale habitude de très mal démarrer en début de saison et ensuite de se refaire. On verra pourquoi cette année ça peut être un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'ils souffrent de ça. Tyler Johnson à l'heure actuelle, il touche presque 20 millions. Et je sais que Tom t'aime bien dire que les contrats ne jouent pas sur le terrain, mais quand Tyler Johnson te coûte 20 millions, ça peut poser problème. Mais pour revenir à ta question d'interchangeabilité, c'est un mot très dur à dire, je suis assez d'accord, et surtout le problème, c'est que si on reprend l'exemple des pivots, c'est surtout 3 pivots, 3 bons joueurs qui te font servir de la profondeur de banc, mais qui ne peuvent pas du tout jouer ensemble. Hassan Whiteside et Bam Adebayo, ils ont joué 12 minutes ensemble cette saison, et on est tous d'accord pour dire que c'est pas possible de les faire jouer ensemble. Kelly Olynyk, Bam Adebayo, c'est assez compliqué aussi de les faire jouer ensemble, et je parle même pas du dernier duo Whiteside-Olynyk. Donc, on a des joueurs interchangeables, mais je pense que Spoelstra, vu les blessures à l'heure actuelle, il pianote un peu pour trouver la bonne association. Et j'ai peur qu'il l'ait pas trouvé à l'heure actuelle. Parce qu'on en parlera, parce que j'ai pas mal surveillé ça. Justice Winslow en meneur, j'ai l'impression que c'est une rustine à l'heure actuelle. En fait, c'est un peu comme, tu vois, on revient sur la saison d'il y a 2 ans. La saison où il commence en 11-30, pardon. C'est un peu la même chose qui se passe, hein. En fait, les clés du camion sont données à Justice Winslow. Donc c'est lui qui, le Heat avait vraiment pour volonté de le mettre en avant, et du coup il démarre mal la saison, il se blesse, et puis après t'as d'autres forces qui arrivent et qui
reprennent entre guillemets le schéma. Enfin, même offensivement, tu vois, on peut parler de difficultés que Spoelstra il a du mal à trouver la bonne formule, mais en même temps les joueurs sont tellement inconstants, c'est difficile en fait, c'est super difficile. On voit que un joueur comme Josh Richardson qui pour moi est potentiellement aujourd'hui leur meilleur joueur. Enfin, si par exemple tu dois classer les joueurs du Heat par importance aujourd'hui, je pense que c'est lui le numéro 1 quand tu prends son niveau de jeu, son contrat et son apport sur le terrain. C'est un peu un joueur à la Chris Middleton, c'est limite un peu le two-way player, le joueur qui joue des deux côtés du terrain modèle aujourd'hui. Et en fait, c'est un joueur qui, tu vois que par rapport au fait que son rôle évolue, sa façon dont il joue évolue, et tu as l'impression qu'il tape un peu à certains matchs un plafond en fait. Mais c'est qu'en fait il a un costume qui est trop grand pour lui tout simplement aujourd'hui. Oui, c'est en train de devenir, c'est pratiquement de facto l'option numéro 1 du Heat par moment. Et je te rejoins parfaitement sur le fait que c'est le joueur le plus intéressant. Enfin, toujours pour reprendre, parce que je vous le dis, il a vraiment fait un roman dans cet article, ce dirigeant-là. Je le cite, la pièce de leur effectif que les gens apprécient, c'est Josh Richardson. C'est pas un secret, les autres franchises, c'est ce qu'elles voient dans l'effectif du Heat d'intéressant, et c'est peut-être pour ça que le Heat a du mal à faire un trade, c'est qu'en dehors de lui, c'est un peu difficile de trouver quelque chose d'intéressant. Mais pour revenir à Josh Richardson, parfaitement, c'est un joueur qui idéalement est loin du ballon, c'est un peu ce Andy moderne qui peut un petit peu parfois mener la gonfle, mais ça doit être très très limité. À l'heure actuelle, on lui demande presque d'être première option et de marquer 20 points par match. C'est pas possible. Il peut pas, c'est pas quelque chose qu'il peut faire. Et c'est pas étonnant de voir le Heat patiner en attaque, parce qu'en termes de talent, on reparlera peut-être plus tard de la défense, mais en termes de talent offensif, c'est une des équipes les plus pauvres de la NBA. Et moi, il y a une stat que j'ai trouvée assez intéressante et qui m'a pas surprise en les regardant, c'est qu'ils sont 24e au turnover percentage, au pourcentage de balles perdues. Et c'est pas étonnant parce qu'ils perdent un camion de balles sur des passes. Il y a pas de bons passeurs. Enfin, je veux dire, on voit que les systèmes de Spoelstra, vu qu'il a pas vraiment ce talent offensif, il essaie de créer des bons systèmes. Mais on voit qu'en termes de qualité de passe, il a pas les bons éléments. Donc le nombre de fois en les regardant, je me suis dit mais cette passe là c'est pas possible. Et j'ai pas été surpris de voir cette stat là, et c'est qu'une des dimensions de leur difficulté en attaque. Non seulement ça, mais après tu vois que c'est une équipe qui reste quand même assez analytique, notamment par la recherche du cercle. C'est une équipe qui va énormément chercher des paniers au cercle. Le souci, c'est qu'ils sont assez mauvais en fait dans la finition au cercle, et c'est dommage. Et ça provient en premier lieu de Richardson qui a du mal à finir, notamment sur les contacts. Il a du mal à finir. Et t'as Justice Winslow qui lui il fonce, mais il se maîtrise pas encore, et du coup au cercle il prend une tonne de shoot au cercle, mais c'est un joueur qui a énormément de mal à la finition quoi. Après il y a quelque chose qui est marquant chez cette équipe là en fait, c'est une équipe qui est basée avant tout, enfin le système de Spoelstra, il est surtout basé depuis quelques années sur le drive and kick, et l'absence de Dragic fait énormément de mal en fait, puisqu'ils ont pas de joueurs assez dynamiques. Enfin, quand tu regardes le Dragic de l'an dernier, qui était All-Star, rappelons-le, le Dragic de l'an dernier, enfin j'en avais parlé en début de saison comme étant un des candidats pour moi légitimes à la régression pour le trophée Isaiah Thomas. J'aime bien comment ce trophée est devenu, genre tout le monde utilise le vrai nom maintenant. Le trophée Isaiah Thomas, là tu vois il a des problèmes au genou, et le Heat ne peut pas se passer d'un tel joueur offensivement en fait, puisque on se rappelle que à l'époque il avait fait une saison assez exceptionnelle au départ, et puis que comme le Heat est surtout une équipe basée sur du drive and kick, le fait de ne pas l'avoir et de ne pas avoir un joueur qui est capable de justement représenter une triple menace derrière la ligne à 3 points, où il peut passer, il peut driver, ou il peut même shooter, puisque c'est un joueur qui est assez à l'aise sur du pull-up à 3 points. Donc ça leur coûte énormément et ça ferme le jeu, puisque maintenant tu as plutôt Winslow à la base des systèmes, et ça pose problème. Totalement. On va parler de Justice Winslow justement, parce que comme tu l'as dit, il est à la base des systèmes, et déjà juste pour donner une petite stat sur ce que tu as dit, il a 54% dans la restricted area en carrière. C'est très très mauvais pour un joueur avec ses qualités athlétiques, c'est vraiment pas très bon. Et comme tu l'as dit, c'est vrai, c'est basé sur du drive and kick, et moi j'ai vraiment été curieux d'aller voir les matchs du Heat récemment, parce qu'on sait que
en l'absence de Dragic, on donne plus de responsabilité à Winslow dans un espèce de point forward faux meneur à la Ben Simmons. C'est ça. Et en fait, alors ce que j'ai pu noter, c'est que ok, au niveau de la lecture sur un pick and roll pour balancer en l'air pour un Bam Adebayo ou un Whiteside, il sait faire. Ça, il sait faire, en fait. Pour des lectures très très simples, il sait faire. Mais sur le drive and kick, en l'occurrence, il n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'une fois que Winslow a le ballon, soit ça va finir sur lui qui tente de finir au cercle, soit ça va finir sur un lob en l'air. Il y a très peu de balles ressorties, ou alors il ressort vraiment la balle quand il est en difficulté, mais c'est très rare. Et c'est très dommageable pour le hit, ça, parce que quand t'as un pick and roll avec des joueurs si athlétiques que ça, les défenses ont tendance à être happées par ça et à peut-être laisser des espaces, mais Winslow, il a pas encore cette qualité de passe pour vraiment faire payer les défenses. Et c'est peut-être ça, à l'heure actuelle, mon problème avec la tentative de Winslow en tant que point forward, c'est que je vois l'idée, mais il faut quelqu'un pour un peu le soulager, et ils ont pas ce joueur-là pour le soulager. Après, ça, c'est assez intéressant, puisque notamment la fanbase du Heat, quand tu leur parles de Justice Winslow, en fait, ils sont... ils rejettent en fait toutes les comparaisons qui étaient faites à l'époque de sa draft, où Winslow était plutôt comparé à un joueur comme Kawhi Leonard, alors que la fanbase du Heat le voit plus comme un joueur à la Draymond Green. Donc, ils ont pas forcément tort, puisque quand tu regardes bien, c'est un joueur qui est assez capable notamment pour mener les transitions. Donc, il va aller chercher un rebond, il est capable de faire la bonne passe au bon joueur, ou même d'aller provoquer et faire que la défense le choc entre guillemets, et après délivrer un bon ballon pour des shooters ou pour des joueurs qui sont lancés. Mais après, sur demi-terrain, c'est très difficile en fait, puisque c'est pas que le jeu n'a pas encore ralenti pour lui, c'est que j'ai l'impression qu'il manque de QI en fait. Il arrive pas à lire le jeu une passe away. Il arrive pas à lire ça en fait. Ouais, totalement. Moi, j'ai écrit que c'était un passeur opportuniste. Il va faire payer les défenses laxistes, mais il va pas trouver des fenêtres. Alors déjà, c'est pas du tout Ben Simmons. Et en fait, si je devais classer les espèces de passeurs, je sais, le coach serait là, il dirait, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais pour moi, il y a un peu les passeurs opportunistes à la Winslow, les passeurs qui vont trouver les petites fenêtres, et il y a tout en haut les passeurs géniaux qui vont limite te créer des fenêtres où il y en a pas, à la LeBron, à la Simmons. Jokic même. Ouais, Jokic. Il est au premier stade, Winslow, à l'heure actuelle. C'est pour ça, et on se connaît trop bien, c'est pour ça, moi, j'ai remarqué, je savais que t'allais amener l'idée de la comparaison avec Draymond Green, et pour moi, elle peut tenir, mais j'ai deux gros problèmes avec ça. Premièrement, ce qui fait que Draymond Green a été si efficace, c'est qu'il avait un vrai meneur à côté de lui. Il a rarement été en situation, il devait intégralement mener le jeu. Il avait Stephen Curry à côté de lui. Et deuxièmement, alors, il est hésitant, il a parfois des phases où il refuse, mais c'est un mec qui peut shooter à 3 points, Draymond Green. Justin Winslow, alors certes, il a fait 5 bons matchs, mais c'est pas une menace à 3 points. Enfin, il est souvent laissé libre par les défenses. Dans les matchs récents, il en a mis quelques-uns, donc les défenses ont eu tendance à le resserrer. Et sans surprise, j'ai remarqué que sur les fins de match où il est resserré, il met plus rien dedans. Il y a un match, je crois que c'est celui contre les Clippers, où il rate ses 4 derniers shoots à 3 points, et c'est pas un hasard. Donc, je vois l'idée de la comparaison avec Draymond Green, mais déjà, pour moi, elle est incomplète. Et ensuite, si tu le laisses vraiment en point forward, en meneur de jeu total, il est pas du tout prêt à l'heure actuelle. C'est ça. Après, le truc, c'est que statistiquement, tu vois, c'est un joueur qui est quasiment à 40% à 3 points. Il tourne à 31 sur 80, mais le truc, c'est que les défenses ne le respectent pas, en fait. Exactement. C'est ça c'est plus ça le truc. Les défenses se disent, bon, de toute façon, Winslow, on peut le laisser shooter à 3 points. Alors, certes, statistiquement, c'est rentable quand il shoot à 3 points, mais c'est un petit volume, c'est un faible volume, et je pense que les défenses se disent, ok, si Winslow prend un shoot à 3 points, on va pas mourir, on va pas lui courir après, un peu comme ils font pour Wayne Ellington, alors que Wayne Ellington est un petit peu plus en difficulté avec son shoot, mais il apporte une gravité différente. Mais totalement, c'est vraiment, moi je te dis, le match contre les Clippers, ça m'a marqué. On le marque pas au début du match, il fait 2 sur 4, et ensuite Tobias Harris, il ressort, il en met plus un. Donc, si déjà il commence à avoir cette régularité à mettre des shoots ouverts, c'est déjà bon. Parce qu'il va peut-être, sur le moyen terme, amener les défenses à le resserrer, et ça crée de l'espace pour ses coéquipiers. Mais à l'heure actuelle, en fait, il lui faudrait quelqu'un pour le soulager. On parlera peut-être, si on a le temps, et on a rarement le temps, de free agency, mais j'aimerais bien voir à côté de lui. Dragic, c'est une solution, parce que Dragic peut jouer en dehors du ballon, loin du ballon, mais il faut vraiment quelqu'un capable de le soulager, parce qu'à l'heure actuelle, c'est pour ça que l'attaque du Heat est en difficulté. C'est vraiment que,
il est pas assez dans son évolution, il est pas à un stade où il peut mener une attaque. Et juste pour finir sur Winslow, parce que c'est pas un podcast sur Winslow, mais j'ai regardé par rapport à ses pourcentages au shoot parce que ça m'a un peu intrigué, parce il est à moins de 41% en carrière, ce qui est pas très bon. J'ai cherché les ailiers avec un volume comparable qui ont commencé leurs 4 premières saisons avec un tel volume en gros. Actuellement en NBA, je cite les noms. On a Josh Jackson, bon, il est pas encore à sa 4e année. Corey Brewer, Wesley Johnson, Stan Johnson, Solomon Hill, Justin Onilday et Robert Covington. J'aime bien m'inspirer. Il y a pas mal de tes chouchoutes. Il y a trop de mes chouchoutes, déjà Tom, il y en a beaucoup trop. Et surtout, je me dis que, alors, si on retire peut-être Robert Covington, et encore, il a eu des passages complètement à vide, cette liste me fait penser qu'on n'aura jamais Justin Winslow comme un grand shooter. Donc, il va vraiment falloir, je pense, qu'il développe pour lui son avenir, c'est vraiment de se développer en tant que point forward, ce meneur ailier, mais je doute que d'ici 1 ou 2 ans, il puisse le faire avec une équipe qui a des ambitions et un 5 de départ. Après, je me dis que lui, tu vois, c'est typiquement moi, je vois quand même en observant Winslow qu'il y a un peu de Marcus Smart en lui, en fait. C'est un combattant, enfin, ouais. Tu sens qu'en fait, lui, il lâche rien, c'est un peu, je sais pas si c'est vraiment l'âme de Miami, je suis l'équipe vraiment de loin, mais de ce que j'ai vu, enfin, tu sens que c'est un joueur d'intangible. Quand il est là, les joueurs sont quand même concernés, il l'abandonne pas, enfin, il a son langage corporel est assez positif et c'est un joueur qui est assez électrisant. Et je me demande est-ce qu'il peut pas avoir un avenir à la Marcus Smart, c'est-à-dire que certes, c'est pas, on pourra pas le juger par ses stats, mais par tout ce qu'il amène en fait par sa mentalité, sa façon de jouer et la façon de bonifier ses coéquipiers, notamment dans l'état d'esprit. Ouais, totalement. Il a vraiment cette aura et je sais pas si c'est comparable à ton chouchou Marcus Smart, mais il a vraiment cette aura et cet impact qui dépasse un peu le box score. Pour en venir peut-être à l'attaque plus globalement, moi ce que j'ai remarqué, tu vas me dire si t'es d'accord, c'est qu'en fait j'ai remarqué le Heat et je m'appuie sur les 2 matchs qu'ils ont perdus contre Atlanta. Ces 2 matchs que j'ai regardés parce que je me suis un peu demandé comment tu peux perdre 2 fois contre Atlanta. C'est assez, surtout quand t'es une équipe coachée par Spoelstra, ça me semblait assez fou. Et j'ai remarqué qu'ils avaient tendance à un peu trop courir. Donc j'ai été voir leur pace et il va falloir qu'on discute de ça parce que j'ai trouvé ça assez marquant. Si on prend la saison 2016-2017, donc il y a 2 ans, ils ont une pace à 95.53, 95.5, ils sont 22e. L'année d'après, le groupe ne change pas, ils sont 27e, 96.18. Cette année, ils sont 13e à 101.11. Ils ont gagné presque 5 points, 5 possessions. Tom, est-ce que c'est pas un peu ça aussi leur problème? J'ai l'impression que quand ils font face à des équipes qui jouent vite, ils veulent suivre le tempo alors que c'est pas du tout dans leur intérêt. C'est un peu la théorie Sloan que j'avais sorti il y a peut-être 3 podcasts. On était déjà à 2, je crois que c'était pour le podcast de Memphis. Quand tu n'as pas la meilleure combinaison de joueurs sur le terrain, ça sert à rien de jouer plus de possessions et d'essayer de jouer un maximum de possessions contre l'adversaire puisque ça augmente le nombre de possessions où tu as le désavantage. Le truc, c'est qu'en fait, le Heat, comme c'est une équipe qui est dense d'un soir sur l'autre, en fait, tu sais pas qui est-ce qui peut t'apporter du scoring ou qui peut t'apporter de bonnes minutes. Un soir, t'as peut-être McGrother qui va sortir du banc ou qui va t'apporter quelque chose. Un autre soir, t'as peut-être Wade qui va se sentir bien, lui qui sort toujours du banc depuis le début de saison, qui va peut-être t'apporter. T'as Richardson qui certes, t'as Johnson qui certes un mauvais contrat, mais dans un bon soir, il peut te débloquer des situations. Notamment, le match contre Phoenix, c'est lui qui au moment où Phoenix revenait, il les tue avec un 3 points qui les remet à 10 points. Enfin, voilà. Après, le truc avec le Heat, c'est je trouve qu'il y a vraiment un manque d'identité. Alors oui, c'est une équipe qui est beaucoup plus à l'aise contre les équipes qui jouent lentement, notamment par rapport au fait qu'ils ont besoin de bons Nathan Whiteside pour avoir un meilleur plafond, on va dire, pour gagner un match, même si je trouve que dans l'ensemble, Bam Adebayo est aujourd'hui limite un meilleur joueur et apporte beaucoup plus à leur système que Whiteside. Mais individuellement, le plancher de Whiteside quand il joue est tellement fort qu'en fait ils sont meilleurs avec Whiteside quand il est bon. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est un peu un problème en lui. C'est un gros problème. C'est un gros problème en lui-même, Whiteside, parce que tu vois qu'il est indispensable. Mais alors il y a déjà les problèmes où moi j'ai cherché en fait
pour savoir quand est-ce que ça a commencé dans la presse. Avril dernier. C'est en avril dernier qu'on voit les premiers remous de Whiteside qui se plaint de son temps de jeu. Depuis, il a pas évolué, donc je pense pas qu'il soit vraiment plus heureux. On a vraiment l'impression qu'ils ont besoin de Whiteside parce qu'il amène une dimension. Alors défensivement, c'est toujours un joueur un peu naïf, mais il fait quand même le travail dans la raquette. Contrairement il est imposant. Contrairement à Adebayo, je pensais pas, en regardant le Heat, j'ai été un peu déçu parce que je le pensais un peu plus poli. Enfin, c'est plus un contreur qu'un défenseur de raquette. Je sais pas si ce que je dis a du sens, mais ouais. Un peu comme Whiteside au début, hein. Comme Whiteside au début, hein. Ouais. Et Whiteside, c'est un joueur à l'énergie, en fait. Adebayo, c'est vraiment un joueur à l'énergie, où c'est un joueur qui, certes, techniquement, il a encore quelques lacunes, mais en fait, il calcule pas tellement ses efforts, en fait. Il joue, il est un peu à la Montrezl, tu vois. Ouais, exactement. Mais plus défensif. Même si Harrell a eu, et ça se voit surtout cette année, je pense qu'il a commencé il a toujours la même énergie, mais elle est contrôlée. C'est-à-dire qu'il, c'est un peu contradictoire, mais en gros, il déborde d'énergie, mais il sait comment l'utiliser maintenant. Et pour en revenir à Whiteside, on a vraiment l'association, oui, on a ce problème. Ils ont besoin de Whiteside pour être très bon, pour vraiment être au meilleur de leur forme. Mais il y a déjà les problèmes en interne. Et puis Whiteside, il y a aussi des moments où il reste quand même très inconstant. Et comme tu l'as dit très bien, il y a un quart d'heure. Quand il a envie de jouer, ça reste... C'est une épine dans le pied, on a l'impression, Whiteside à l'heure actuelle. Non, mais c'est ça, parce que quand il a envie de jouer, Whiteside, il change un peu le visage du Heat, puisque c'est un pilier, en fait, quand il a envie de jouer et qu'il est motivé. C'est un pilier, il est vraiment monstrueux dans la raquette, et le Heat peut s'appuyer sur lui. Le problème, c'est qu'il a pas envie de jouer souvent. Là, il a encore des problèmes. Il a eu la naissance de son enfant, là, espérons que ça lui mette un peu de plomb dans la tête. Mais voilà, ça, c'est... Si ça marchait comme gênant. ça, Tom, ça se saurait, malheureusement. C'est ça, c'est assez gênant. Après, le souci, c'est que Whiteside, il pose un peu problème défensivement, c'est qu'en fait, il est incapable, c'est même pas qu'il est incapable, c'est que je pense qu'il ne veut pas, il veut pas sortir de la raquette. Il refuse de sortir de la raquette, et du coup, le fait qu'il y ait de plus en plus de stretch five, entre guillemets, ou de grands qui sont capables de s'écarter, ben, ça pose énormément de problèmes à Whiteside, qui lui préfère juste rester à côté du cercle pour gober le rebond, hein, n'ayons pas peur de le dire, pour essayer de gober le rebond, et ça tue un peu le schéma défensif de Miami. Et offensivement, Whiteside, c'est un joueur qui est assez lent, qui c'est pas forcément un joueur de transition, c'est pas un joueur qui va battre son vis-à-vis à la course pour essayer d'avoir un deep catch, entre guillemets, ou une position préférentielle sans forcer dans la raquette. Donc c'est plus un joueur qui va essayer de batailler, attendre sous le cercle, et ça tue un peu le spacing du Heat, qui est fonctionnellement meilleur quand Whiteside n'est pas sur le terrain, fonctionnellement notamment quand il y a Kelly Olynyk qui joue poste 5, ou même Bam Adebayo qui lui aussi est un petit peu capable de s'écarter légèrement, ou qui est un petit peu plus actif en fait que Whiteside, alors que voilà quoi, Whiteside, quand il est là, t'as l'impression qu'il bouche les lignes de passe et qu'il empêche le bon fonctionnement de l'équipe, alors que c'est un bien meilleur joueur quand il est engagé, attention. Et par rapport au fait que Whiteside refuse de sortir de la raquette, moi j'ai été assez surpris, parce que le Heat est une des 10 meilleures défenses, tu l'as dit. Mais alors, leur défense sur le pick and roll, elle est catastrophique. Mais vraiment, enfin, je veux dire, j'ai été surpris de voir tout le monde, et je parle de ces matchs contre Atlanta, j'en ai vu d'autres, mais les deux là m'ont marqué. C'est-à-dire que Trae Young, il s'amuse. C'est-à-dire que une fois que tu leur donnes un meneur avec assez de ballons, et il y en a en NBA, on le sait, et un intérieur qui est capable de foncer vers la raquette, ils sont battus. Enfin, je veux dire, leur défense du pick and roll, ils switchent pas, vu que t'as parlé bien sûr de Whiteside, Adebayo et Olynyk sont pas assez à l'aise sur le périmètre, ils switchent pas, mais c'est même pas un problème de communication, je pense que c'est le système en lui-même qui est pas bon. Parce que dès qu'il joue un joueur qui est très bon en sortie de pick and roll, ils se font atomiser, et c'est pas étonnant, c'est des stats avec lesquelles il faut se méfier, mais faut se méfier de ces stats-là, mais quand on regarde les stats sur défense de pick and roll, c'est une des 6 pires équipes de la NBA. Ce qui est pas normal pour une équipe qui se classe top 10 défense. Mais ça m'a vraiment... Ouais, c'est rare qu'en NBA, quand on parle du pick and roll, ce qui est l'action la plus jouée, une grosse défense soit aussi mise à mal. Enfin, dès qu'on joue un pick and roll contre le Heat, ils sont mis à mal. Pardon.
Mais après, pour peut-être Atlanta, faut dire qu'Atlanta, ils ont tout ce qu'il faut pour poser problème sur pick and roll. Exactement. Alors, certes, Trae Young, il met pas dedans, mais les équipes le respectent quand même, tu vois, ils respectent un peu sa gravité. Des fois, ce qui se passe, c'est que t'as des pick and roll avec Trae Young, t'as Kevin Huerter dans un coin, et t'as le pick and roll, globalement, il le joue avec John Collins, qui est vraiment une menace, en fait, qui a vraiment une grosse gravité, en fait, en tant que rollman. Donc du coup ils sont assez difficilement tenables en fait sur pick and roll. Mais effectivement quand tu regardes Miami, enfin c'est bizarre, moi. Ils sont très très conventionnels. Après, est-ce que c'est un problème de personnel? Est-ce que je sais pas quoi te dire en fait. Je sais pas quoi te dire parce que c'est assez surprenant. Ouais, c'est super surprenant. Et je te rejoins complètement sur le fait qu'Atlanta, c'est simple. Si le Heat va en playoff, tu es l'adversaire du Heat, tu regardes les matchs du Heat contre Atlanta, t'as la recette pour battre le Heat. C'est-à-dire que le Heat, le jour où il joue une équipe qui a énormément de spacing, qui va vite et qui, même pas défensivement, les Hawks ne jouent pas, mais il faut juste aller vite, avoir du spacing et abuser du pick and roll, tu mets à mal le Heat à l'heure actuelle. Ils ont énormément de mal contre ce profil. Et comme tu l'as dit, je sais plus si on l'a dit en off ou pendant l'enregistrement, tu regardes les défaites du Heat, c'est assez symptomatique de voir qu'ils ont, contre les équipes lentes, ils ont tendance à gagner. Ils ont battu Memphis, ils ont battu les Clippers. Dès qu'on se rapproche des équipes les plus rapides de la NBA, ils ont des gros problèmes. C'est pas surprenant. Dès que ça s'accélère, ça leur pose problème. À voir. Et je sais pas si tu as rajouté quelque chose, Tom. On va peut-être parler de, si t'as pas d'autres choses à dire sur les joueurs, peut-être un peu la suite de la saison pour eux. Par si tu veux peut-être parler d'un, je sais que t'aimes bien Rodney McGruder. Ouais, mais McGruder, c'est un joueur qui est assez intéressant, un peu dans un rôle, on va dire 1-2-3. Enfin, c'est un joueur qui est assez intéressant, je trouve, notamment défensivement. C'est un joueur qui progresse de plus en plus offensivement. Je sais pas si c'est un joueur qui peut avoir un peu la trajectoire de Richardson, mais moi je le trouve assez intéressant pour le Heat, notamment quand il joue titulaire, puisqu'on voit que c'est un joueur qui fit plutôt bien avec ce que fait Spoelstra. C'est un joueur de devoir, c'est aussi un joueur d'intangible. Donc c'est un joueur aussi, faut savoir qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison. Donc le Heat aura les droits sur lui, à voir comment ils vont le payer, quoi. Ouais, parce qu'ils ont déjà pas mal, ils ont déjà pas mal de contrats entre les 10 millions, voilà, ce qu'on appelle un peu le contrat poison, c'est-à-dire le joueur qui est au-dessus de la le joueur qui a un contrat au-dessus de la mid-level et qui est pas au max. Donc c'est un peu les contrats poison, ils en ont pas mal, des joueurs entre 10 millions. Mais totalement. Rappelons que l'année prochaine, si Hassan Whiteside, Tyler Johnson et Goran Dragic prennent tous leur option, ils ont plus de 130 millions dans le cap déjà. Ce qui est énorme pour un effectif dont on va glisser vers ça, mais dont on ne sait pas s'il va faire les playoffs. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, comme je l'ai dit, ils sont sur les bases de leur pire saison depuis 2007. 2008, ça serait la pire tout simplement saison de Spoelstra, parce que je crois que Spoelstra arrivait l'année d'après. Ce qui est peut-être plus inquiétant, j'en ai parlé, c'est la facilité de leur calendrier. Alors ça, c'est des débats d'experts NBA, mais la façon dont on calcule le calendrier, ça varie selon les sites où on va, mais le fait est qu'ils ont eu un des calendriers les plus faciles. Et avant de te redonner la parole, Tom, je me suis un peu penché sur ça. Comme je l'ai dit, ils ont déjà joué à Atlanta 2 fois, par exemple. J'ai été voir l'élite de la NBA à l'heure actuelle. Si on prend les 6 meilleures équipes de la NBA à l'instant T, au moment où on enregistre, qui sont donc Nuggets, Bucks, Warriors, Thunder, Raptors, Pacers. Ils ont pas joué les Nuggets, les Bucks, les Warriors et le Thunder, et ils ont déjà perdu contre les Raptors, et ils ont perdu 2 fois contre les Pacers. Si on va plus loin, on remarque qu'ils ont un bilan de 6-9 contre les équipes à moins de 50%. Juste pour vous donner une idée, les seuls qui font pire contre les équipes à moins de 50% de victoire, c'est les Knicks, les Hawks, Phoenix et Cleveland. Est-ce qu'on peut s'inquiéter, Tom, pour la suite et surtout pour les playoffs, sachant que, comme je l'ai dit, le calendrier qui les attend selon les projections, c'est plus dur pour une équipe à l'est, après les Knicks, et que si on va à droite à gauche, si on regarde au niveau des prédictions se basant sur les ratings, tout le monde les a entre 34 et 35 victoires, et je suis pas sûr que tu passes en playoff cette année avec 34-35 victoires à l'Est. Totalement, quand tu parles
Quand tu vois aujourd'hui leur net rating, ils ont un net rating de moins 1,3 et en fait c'est un net rating d'une équipe qui finit la saison à 37 victoires. Alors est-ce que ce sera possible d'aller en playoff à 37 victoires à l'Est cette année? J'en doute un petit peu puisque ça s'est quand même assez amélioré, on va dire, au milieu, même si en bas c'est toujours très faible. C'est une équipe, faut savoir, qui est au-dessus déjà de la luxury tax. Donc ça va être compliqué de s'améliorer. Alors certes ils ont un roster spot, mais ça va être compliqué pour eux d'aller s'améliorer autrement qu'en interne, à moins de monter un transfert. Mais ça encore, ça reste difficile puisque on va pas dire qu'ils ont pas vraiment de monnaie d'échange pour aller chercher un gros joueur, quoi. Enfin il y avait Jimmy Butler, mais bon il y a aucun joueur de ce calibre qui est aujourd'hui sur le marché que le Heat peut se permettre d'aller chercher sans devoir dilapider les assets. Donc je pense que ça va être très compliqué pour eux cette saison. Moi j'ai l'impression que là ils se laissent du temps pour voir et ça risque de tourner un peu aux adieux de Dwayne Wade, hein, quoi. Je pense que ça risque d'éclipser en fait la situation sportive et que ça va se terminer en farewell tour, quoi. Totalement. On va faire une petite parenthèse là-dessus. Tu as cité son nom 2 fois, je l'ai même pas cité, Dwayne Wade. Il est toujours dans l'effectif, hein. Quand il y avait eu cette dernière année de Kobe, on avait dit que cette dernière année de Kobe avait tendance à complètement asphyxier les jeunes joueurs qu'il y avait dans l'effectif et que ça détournait un peu l'intérêt sportif. Je suis pas sûr qu'on ait ça actuellement à Miami parce que la franchise est structurée, que les joueurs sont pas des jeunes comme on avait aux Lakers à l'époque. Mais c'est vrai que je pense qu'on pourrait vite fait plonger vers une tournée d'adieu de Dwayne Wade si l'équipe continue à s'éloigner des playoffs. À l'heure actuelle, ils sont pas loin. Mais vu ce qu'il leur attend niveau calendrier, ils pourraient être à 5-6 matchs des playoffs d'ici 2 mois. Si en mi-janvier, mi-février dans 2 mois, ils sont si loin que ça des playoffs, je pense qu'on peut, comme tu l'as dit, on peut avoir ça. On peut avoir cette tournée d'adieu de Dwayne Wade et je suis pas sûr que ce soit quelque chose de positif. Mais après le truc c'est que tu vois le problème avec le Heat c'est que même si on parle de tanking, je pense pas que c'est une équipe qui a les moyens de tanker, tout simplement parce qu'aujourd'hui les jeunes ont déjà le pouvoir en fait. Puisque quand tu regardes bien, l'équipe elle est construite autour de Winslow, autour de Richardson, McGrady qui a pas mal de minutes, et t'as Bam Adebayo qui commence à prendre de plus en plus le temps de jeu à Hassan Whiteside et qui selon moi pourrait d'ici le début de l'année 2019 carrément être devenir le pivot titulaire de l'équipe. Et le truc c'est qu'en fait quand tu regardes cette construction là et l'apport qu'ont ces joueurs là déjà, tu te dis que pour aller dans une stratégie de tanking et essayer de passer d'aller au niveau peut-être des Cavs, d'aller au niveau des Bulls, d'aller au niveau d'Atlanta, d'aller au niveau de Phoenix, peut-être ils sont trop bons en fait. Ils sont trop bons. Parce que tu vas faire jouer qui? Même à part si tu te mets à faire jouer Aslem 35 minutes par match, tu vois. Ce qui serait pas bon pour sa santé, mais tu vois, mais tu vas faire jouer qui? Puisque les jeunes joueurs jouent déjà. Tu vas pas mettre du Derrick Jones à foison juste pour tanker, quoi. Surtout que la plupart des joueurs dont on a parlé, les joueurs qui, dans cette situation-là, se retrouveraient sur le banc, ont déjà des contrats. Donc c'est pas des joueurs que tu peux éclipser en fin d'année et tu les as pour plusieurs années. Puis en plus, je pense qu'avec le Heat, il y a cette dimension. J'en avais parlé, je me rappelle, ça fait 2 ans ou 1 an et demi après le départ de Paul George avec Indiana, où c'est ça. Il y a la culture de ne pas tanker. Et justement, toujours dans cet article de Chris Mannix, que j'ai pillé sans vergogne, hein, du tout au tout, Spoelstra, expliquait, je cite, « Essayer de gagner, se battre tous les soirs, pas l'inverse, c'est ainsi que le sport professionnel est censé être. Objectivement, vous n'allez pas avoir une chance de gagner le titre tous les ans, mais depuis que je suis avec Pat, depuis le premier jour, ça a toujours été la direction, ça amène de la clarté. » Clairement, Spoelstra, Pat Riley, je les vois difficilement tanker. Parce que Pat Riley, s'il voulait tanker, il l'aurait fait il y a 1 an et demi, 2 ans. Je pense que c'est une équipe qui a quand même Riley, je pense qu'il a appris, certes il a eu Wade, mais il a appris un peu de l'échec entre guillemets Bisley,
où c'est une saison où Wade était blessé. Finalement, Beasley s'est révélé ne pas être la superstar qui était attendue par rapport à son rang de draft. Et au final, ça a peut-être jeté un coup de froid sur les stratégies de tanking et plutôt mis en lumière que l'intérêt de Miami d'avoir limite une star entre guillemets et après d'avoir une culture d'équipe et d'utiliser leur cap space et le fait qu'ils soient à Miami pour attirer des agents libres. Malheureusement, là, ça n'a pas marché. Donc, ils sont un peu bloqués là jusqu'en 2020. Donc, à voir après 2020, est-ce que, par exemple, ils pourront... est-ce que Josh Richardson, par exemple, s'il est toujours là, ou même Justice Winslow, s'il a évolué, Bam Adebayo, si lui aussi a bien évolué, est-ce que ce trio-là peut attirer, par exemple, en 2020 ou en 2021, un joueur qui serait sur le point de pas de devenir une superstar, mais qui aimerait s'associer à ce type de joueur-là pour être, par exemple, l'option numéro 1. Totalement. Pour prolonger ton idée, est-ce que c'est pas ça la clé pour le Heat pour la suite? C'est-à-dire construire autour de cette base Josh Richardson, Justice Winslow. En plus, les deux sont sous contrat jusqu'à 2021 et ils ont des options pour la suite. Bam Adebayo, ça fait déjà Rodney McGruder. Enfin, il y a 4-5 joueurs. Alors, c'est pas des potentiels superstars, mais ils sont tous bons défenseurs dans la plupart. On peut les imaginer bons défenseurs par la suite, et très bons défenseurs même. Est-ce que c'est pas ça la suite et recalibrer, et c'est-à-dire essayer d'aller échanger les Goran Dragic, Kelly Olynyk, je pense que c'est quelqu'un qu'on peut aller garder, peut-être les James Johnson, les joueurs qui sont pas dans cette trajectoire-là, qui sont pas à 2-3 ans d'être au sommet de leur carrière, quoi. C'est ça, puisqu'après ce sont des joueurs aussi, là on parle de joueurs qui sont quand même assez âgés, hein. Ce sont des joueurs qui ont plus de 30 ans, enfin qui sont assez âgés pour le sport entre guillemets. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que ils sont plus vers la fin de leur carrière ils sont plus proches de la fin de leur carrière que du début. Ils ont déjà bien bourlingué dans la ligue. Après avoir aussi l'inconnu John Waiters. Ah merci, je le gardais pour la fin. L'inconnu John Waiters, puisque tu vois, on a parlé de joueurs dynamiques, tout ça. Là encore, c'est un peu une incompétence entre guillemets de Riley qui nous a pas habitués à ce genre de choses. C'est-à-dire que John Waiters, c'est un joueur qui a été signé pour un contrat long, alors qu'il avait déjà les problèmes de cheville. Le Heat était au courant de ses problèmes de cheville au moment où il signe le contrat, puisqu'il signe le contrat où il est blessé. Et ils se sont pas protégés de ça. Et là, on se rend compte que Waiters, il revient pas sur le terrain, quoi. Il n'est pas en forme du tout. Enfin, vu les photos, il se fait surnommer Waiters comme Waiters le poids. Enfin, et tu sens que quand même son skill set manque au Heat. Totalement. Parce que le jeu, alors j'ai pas mal de choses à dire sur Waiters et le temps nous manque, mais je décrivais un joueur qu'on pouvait mettre à côté de Justice Winslow. Est-ce que c'est pas le Waiters de la fin de saison 2016-2017 là? Ouais, un peu à la Hardaway, oui. Quoi. Un joueur un peu à la Hardaway, quoi. Un pétard. Avec un peu plus de capacité de dribble. Ouais, avec des capacités de dribble, une capacité de dribble à éliminer son adversaire, à shooter de loin, à shooter après dribble. Enfin, c'était ça, hein, le Waiters du 31-10. C'était ça, le Waiters du 31-10. Totalement. Et je commence à penser que Tom, sans me le dire, a lu cet article parce que toujours dans cette longue citation. Pas du tout. Dans cette longue citation. Je suis pas un grand fan de Chris Mannix. Non, en fait, pour être honnête, j'ai juste pris les citations qu'il a données parce qu'elles sont intéressantes. La citation, je vous ai parlé de la citation qui explique que, je cite, ils ont payé des joueurs après des saisons productives qui n'ont jamais réussi à reproduire ces mêmes saisons. Juste après, ce que dit le dirigeant, c'est ce qui est rare avec Pat Riley. Et c'est vrai qu'il y a quand même de nombreuses erreurs dans l'effectif et c'est assez surprenant par rapport à, comme tu l'as dit, à Dion Waiters. Ils l'ont re-signé après ce superbe run de la fin de saison 2016-2017. 4 ans, 52 millions de dollars. Depuis, il a joué 30 matchs. Et j'ai été fermé. J'ai été travailler ma petite table de 3, Tom, parce que Dion Waiters, il avait déjà connu la saison de ce fameux run. Il avait déjà connu des problèmes de blessures. Ce qui fait que Dion Waiters, depuis qu'il est arrivé à Miami, ça fait 3 ans, il a joué 76 matchs de saison régulière sur 192 possibles. Ça fait 40% des matchs. Pour vous donner une idée, je me suis dit, quel meneur espèce d'arrière on dit souvent, a souvent blessé, etc. Chris Paul. 75% des matchs joués sur les 3 dernières saisons. Waiters 75, Chris Paul? 75.
75%. Je pensais moins. Waiters est à 40. Je rappelle, vous allez voir à quel point 40 c'est vraiment difficile. Kyrie Irving, 3 dernières saisons, 80% des matchs de saison régulière joués. 80 Kyrie. Oh putain. Derrick Rose. Parce que Derrick Rose, faut se rappeler qu'il y a un moment, il y a 1 an de ça, il est limite hors de la ligue. Ouais, c'est ça. 60%. Pour vous donner une idée, Markelle Fultz sur ses 2 premières saisons. Markelle Fultz qu'on n'a jamais vu, hein. Il est à 29% de matchs joués. Donc, quand vous êtes à 40% de matchs joués sur les 3 dernières saisons, il y a un vrai problème. Parce que c'est énorme. Il n'a pas joué une saison régulière complète sur les 3 dernières années. C'est fou, c'est par Sonia, ça. Moi, ça m'a vraiment, je me rappelle avoir fait ces mêmes genres de calculs sur, Derrick Favors, sur Griffin, Favors, ouais, en m'appuyant sur Favors et Davis. J'avoue que là, c'est hyper inquiétant. Parce que franchement, comme tu l'as dit, il y a ces problèmes de poids. La franchise a plus ou moins fait comprendre qu'elle n'était pas vraiment fan de la façon dont il abordait la rééducation. Il a été re-signé il y a peu de temps. Le dossier Dion Waiters, je le trouve assez inquiétant, personnellement. Enfin, je le trouve très très inquiétant. De toute façon, dans la situation du 8, t'as deux optiques, en gros. C'est soit tu continues avec cet effectif-là et tu essaies t'essaies de trouver des joueurs, ou même de récupérer, par exemple, des contrats. Par exemple, si tu vas voir Washington qui n'est pas un fou près. Tu leur dis, écoutez, on veut bien récupérer Ian Miami, plus un joueur, et on vous donne Whiteside. Tu penses qu'ils disent oui? Non, je parle pas de Miami, je pense que Miami y va. Mais Miami, je pense qu'ils y vont, mais tu penses que Washington? Washington, je pense pas, hein. Enfin, vu ce que Grunfeld vient de faire encore une fois, je ne pense pas. Mais ou c'est soit ça, ou soit essayer de faire un deal, mais un truc pour un joueur à risque. Par exemple, un gars comme Wiggins, qui patauge entre guillemets, qui n'arrive pas à donner la pleine mesure de son talent, ou qui est simplement limité, qui n'a pas autant de potentiel qu'on aurait pu l'imaginer au moment de sa draft. C'est-à-dire tenter un risque et de se dire, bon, ok, ce joueur-là, certes, de toute façon, on pourra signer personne, on n'a pas de cap space, on va récupérer un joueur qui a un contrat qui n'est pas bon, mais nous, on va profiter pour donner 2 contrats qui sont pas bons non plus, mais qui se finissent plus tôt. Ouais. Par exemple. Ouais, je peux voir ça. C'est pas pour faire de la pub intempestive, mais moi, j'ai pensé à un moment, quand on parlait avec Alan dans le profil de la semaine dernière de D'Angelo Russell, je me suis dit, alors je vais pas continuer à faire vivre le mythe D'Angelo Russell, mais je pense que dans une bonne structure, imaginons, on reprend encore ce schéma qui pour moi c'est la suite de Miami, c'est Justin Winslow avec le ballon, et il faut lui trouver quelqu'un qui puisse cohabiter. D'Angelo Russell, Alan l'a très bien dit, peut jouer sur du catch and shoot, c'est même là où il est à l'aise. Il peut aussi avoir la gonfle par moment. C'est pas vraiment un meneur, mais il peut avoir la gonfle par moment. Ça peut être intéressant. Après, le seul problème, c'est le mécanisme pour le faire venir est assez compliqué. Les free agents en fin de saison, ça peut être assez compliqué. Mais ça peut être une association intéressante. Il leur faut vraiment trouver ce chaînon manquant à côté des McGruder, Adebayo, Richardson et Winslow. Sinon, faut qu'ils essaient de je sais pas. Peut-être Jamal Murray, qui sait. Peut-être c'est un joueur qui sera sur la sellette. Peut-être lui, hein. Mais après, je suis pas persuadé que le Heat, parce que pour avoir un joueur comme Jamal Murray, il faudrait mettre Josh Richardson dans la balance. Mais je suis pas persuadé qu'ils le mettent. Après, peut-être que des équipes, par exemple, on peut parler d'une équipe comme Boston, qui par rapport à la cote de Jaylen Brown, peut-être que eux ils seraient assez intéressés d'avoir un joueur comme Josh Richardson qui est sur un contrat assez à 10 millions l'année, quoi, alors que comment il s'appelle, que Jaylen Brown, lui, il va arriver sur une extension d'ici l'an prochain. Donc peut-être que pour augmenter le talent et tenter le coup, quoi, pour un joueur, de récupérer un joueur qui est quand même assez brut, mais qui a quand même montré des choses dans ses précédents playoffs ou sur ces 2 premières saisons, peut-être tenter le coup, quoi. Tu penses qu'il serait vraiment tenté d'aller chercher un ailier? Parce que vu la reconstruction actuelle d'effectifs, je les vois plutôt chercher un arrière. Plutôt. Parce que je pense qu'on a compris, alors là c'est vraiment des suppositions, mais peut-être avec Goran Dragic blessé cette saison qui va sur ses 33 ans, on s'est peut-être dit, ou peut-être que Pat Riley s'est dit, ok, il faut que je lui trouve une porte de sortie parce que l'année prochaine il a une option à presque 19 millions, il va probablement la prendre vu sa saison actuelle.
Et on a parlé de ce groupe de jeunes joueurs, le fit est peut-être bon à l'instant T, mais par la suite ça va plus aller. C'est peut-être pas dans cette voie-là qu'ils peuvent aller mieux. Enfin, je les vois plus aller dans cette voie-là, c'est-à-dire aller chercher un arrière plutôt que peut-être tenter les paris Wiggins et Brand sont intéressants, mais je crois pas que c'est soit dans l'idée de ce qu'ils veulent faire. Ou alors, c'est dans l'idée on va chercher un gros potentiel. Mais ouais, c'est ça, mais parce qu'après, quand tu regardes bien le roster, ils sont blindés derrière, hein. Wayne Ellington, c'est un arrière, Dwayne Wade, c'est un arrière, Tyler Johnson, c'est un arrière, Magruder, à la base, c'est un arrière, même Josh Richardson, son meilleur poste, c'est arrière, mais il joue un peu poste 3 par défaut. Ouais, mais Tom, regarde, dans tous ceux que tu m'as cités, Wade et puis la saison prochaine, Tyler Johnson, on n'a même pas cité son nom parce qu'il est vraiment, il est pas très bon et... Ouais, il fait pas partie du futur. Oui, si jamais il pouvait le dégager, il le ferait. À la première minute, je pense. Ce qui d'ailleurs m'a fait marrer, parce que j'ai lu un article qui expliquait il est temps de le trader, il a plus de valeur, mais je me demande toujours quand je lis ce genre d'article sur des sites de fans, s'il a plus de valeur chez vous, il en a nulle part. Mais bref, passons. Wayne Ellington, il fait pas non plus partie de l'avenir. C'est une saison, ouais. Alors certes, il y a Josh Richardson qui peut alterner, qui est plus, sur un rôle d'ailier là, mais qui a meilleur à l'arrière. Pour moi, c'est un arrière, hein. Qui est surtout en défense. En défense, c'est le seul, je parlais de la défense du pick and roll, c'est de loin, c'est le meilleur sur le porteur de balle. Mais, il n'y a pas, si vraiment, encore une fois, je me base sur ce groupe, surtout qui est surtout de 3 joueurs plus Magruder, Adebayo, Winslow, Richardson, il te manque ton porteur de balle bis. Même pas ton porteur de balle bis, ton porteur de balle principal. Après, c'est à voir avec l'évolution de Winslow, parce que moi, je suis pas persuadé que ton équipe ait un plafond haut quand c'est ce que j'allais dire. Obligé d'être ton premier porteur de balle, parce que loin du ballon, il te sert à rien. Ouais. On va peut-être faire... C'est limite un backup meneur, hein, Winslow. J'ai lu ça à pas mal d'endroits. Ça serait mieux pour lui d'être le meneur, le point forward du 5 de remplaçant. À l'heure actuelle, vu qu'ils ont aucune solution de repli, ils peuvent pas le faire, mais pourquoi pas après, vu ses capacités en défense, ça serait un peu gâché, mais c'est vrai. Je parlais de cet article la semaine dernière sur des joueurs qui sont obligés d'avoir le ballon en main parce que c'est vital pour eux, mais qui sont pas assez bons ballon en main. Il va falloir que Justin Winslow trouve un moyen. Les auditeurs l'auront remarqué, j'ai énormément de mal à dire son nom et son prénom. Justice. Ouais. Il faut qu'il trouve un moyen d'être plus rentable et d'être meilleur balle en main, surtout au niveau de son dribble et de sa qualité de passe, pour ne pas être un poids pouvoir vivre avec le ballon dans la main 75% du temps. À moins d'avoir, sinon il peut être là, mais il faut que tu aies un joueur, il faut que tu aies un arrière offensivement qui soit élite quoi, pour fonctionner un peu, tu vois, pour qu'il ait un rôle un peu à la Al-Farouk Aminou, tu vois, par exemple. On va peut-être fermer cette page hit par la question ridicule, mais est-ce qu'ils vont en playoff ou pas, Tom? Comme je l'ai dit, ils ont une fin de saison compliquée, ils ont des retours de blessures. C'est assez compliqué à l'heure actuelle. Si on part du principe, et je pense que maintenant c'est acté, que les Toronto, Milwaukee, Indiana, Philadelphie et Boston sont en playoff. 5. Détroit, j'ai du mal à les sortir, parce que je parlais des difficultés actuelles du hit face aux petites équipes. Le fait est que le Détroit, c'est l'inverse. Ils ont une sacrée tendance à battre les petites équipes. Après, on les met au-dessus de Charlotte. Le truc... Charlotte qui surjoue à l'heure actuelle. Charlotte surjoue et il joue énormément face à l'Est. Et là, il commence à jouer face à l'Ouest et il commence à prendre des petites raclées. C'est compliqué, puisque même t'as Orlando, tu sais pas, je sais pas, enfin, Orlando, t'as pas l'impression que c'est qu'ils surjouent, en fait. J'ai pas l'impression qu'Orlando, ils sont surchauffe, hein. Non, ils profitent du fait que il y a des équipes décevantes et les Wizards, par exemple, sont qu'à un match et demi du Heat, à l'heure actuelle. Ouais. Eux qui ont des mains. Qui restent les Wizards. Donc, ils sont capables de nous faire ils sont capables de nous faire 2 mois. Un 30-10. Ouais, et puis de perdre les 5 derniers matchs pour aller en playoff. C'est pour ça. C'est comme ça. Mais c'est à voir. Ils vont peut-être profiter. Oui, vas-y, Tom. Non, parce qu'en fait, le Heat, moi là où j'ai du mal avec eux, c'est qu'en fait, c'est une équipe qui a un très bon coach et c'est une équipe qui ne se bat pas elle-même. Alors, même s'ils perdent pas mal de ballons, ils se battent pas eux-mêmes, en fait. Ils perdent face aux équipes plus talentueuses. Malheureusement pour eux, il y a beaucoup plus d'équipes cette saison plus talentueuses qu'eux par rapport à l'année dernière. Puisque l'an dernier, ils arrivent en play-off, entre guillemets, à bout de souffle.
mais ils profitent énormément du phénomène de tanking massif qu'il y a derrière, en fait. Et c'est toutes les petites équipes qui tankaient l'an dernier, notamment par exemple à l'Ouest, mais ce sont des équipes qui tankent plus. Et le Heat n'a plus ces victoires-là directement dans la poche, quoi. Donc faut plus se battre. Ils ont l'effectif pour. C'est compliqué. Après, si moi personnellement, quand on a fait les pronos d'avant-saison, je les avais pas mis en play-off, mais je parie plus sur Spoelstra que sur Washington. On va dire ça comme ça. Présenté comme ça, c'est une bonne idée. Moi, j'avoue que je lui en ai beaucoup parlé, mais ces 2 matchs contre Atlanta m'ont marqué. Il y a quand même un match, le match où ils jouent à domicile contre Atlanta. Dans le 3e quart-temps, ils sont à moins 20 à un moment. Alors, je veux bien que t'aies des blessés, je veux bien que Atlanta, on est dans un match où ils mettent pas mal de shoots. Tu peux pas être mené de 20 points par Atlanta chez toi. C'est pas possible. Donc, je sais pas, je vais peut-être leur donner le bénéfice du doute. Ils vont profiter des 4-5 équipes 4 plutôt. Hawks, Bulls, Cavaliers, Knicks et Nets. Ça fait donc 5. Ils jouent pas les playoffs, les Bulls? Qui jouent pas les playoffs, pas du tout. Mais tu vois, je les ai vus perdre ces matchs contre Atlanta. Je me dis, qu'est-ce qui les empêche de perdre le même match contre les Bulls, qui sont en gros fondamentalement une équipe qui défend pas et qui essaye de mettre plus de points que toi. Ils sont mauvais surtout les Bulls. Ils sont mauvais. Ouais, ils vont mettre des points. C'est ça. Et le Heat, dès que le match se porte vers un match d'attaque, ils ont du mal, sachant que, comme je l'ai dit, ils ont un calendrier assez favorable. Je sais pas. À voir, ça va être la bataille de la division South-East, hein, c'est pas trop. Ah là, la South-East, oh là là. Pas du tout passionnant. Enfin, je veux dire, les leaders de cette. Mais qui est premier de la South-East? Orlando? Non, les Hornets sont Orlando au moment où on enregistre en même bilan, à 14-15. Il n'y a aucune équipe à plus de 50%. Il n'y a aucune équipe en positif dans la South-East. Ouais, non, mais on peut même faire pire, Tom. Si on prend à l'échelle de la NBA, les Hornets et le Magic sont donc à égalité premier. Sur la globalité de la NBA, c'est le 19e et le 20e bilan. Enfin, je veux dire, ça résume un peu tout. Et je pense que, on s'approche presque de l'heure sur Miami. On va peut-être enchaîner juste après la pause. On va rester dans cette superbe division et on va parler de l'arrivée de Trevor Ariza à Washington. On débute cet overtime et Tom, vu qu'on va parler de ce trade qui amène Trevor Ariza de retour à Washington, comme je te l'ai dit, est-ce que c'est surprenant dans un trade qui inclut les Phoenix, Washington et tu as rajouté Chris Wallace d'avoir une des affaires les plus incroyables qu'on ait jamais vues? Forcément, il allait se passer quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas allumé Twitter et qui n'ont pas suivi la NBA récemment, donc un trade à 3 se prépare entre les Wizards, les Suns et les Grizzlies. Entre ce qui est échangé dans la part du deal entre Grizzlies et Suns, c'est Brooks. Sauf que les Grizzlies pensent envoyer Marchon, les Suns pensent recevoir Dillon Brooks. Alors, quiproquo, mais qui me semble impensable à l'échelle de la NBA. Et le trade est annulé, le trade se fera quelques heures plus tard, sauf que Memphis n'est plus dans la danse. Pour résumer, du coup, après cet imbroglio complètement impensable à l'échelle de la NBA, Trevor Ariza retourne aux Wizards contre Austin Rivers et Kelly Oubre. Tom, je t'ai avoué pas trop comprendre ce deal pour Washington. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Je comprends l'idée de peut-être assainir un peu, comme tu me l'as dit en off, le vestiaire, mais il y a pas mal de trucs que je comprends pas. Je trouve que dans un premier temps, c'est bien joué de la part de Phoenix puisqu'ils arrivent à récupérer un asset pour un joueur qui semblait, qui était destiné pour moi à se faire buy-out, entre guillemets. Je pense que Robert Sarver a eu un rôle prépondérant à jouer dans le fait que le joueur ne parte pas aux Lakers puisque les Suns leur avaient déjà donné entre guillemets Tyson Chandler. Non, moi le deal je trouve quand même assez cohérent pour Washington. Si tu pars du principe que de toute façon ils savent qu'ils ne pourront pas re-signer un joueur comme Kelly Oubre à la fin de la saison. Ils le savent. Ils ont aucun intérêt du coup à garder le droit de pouvoir le payer. Ils ont drafté un joueur qui peut être un 2-3, qui peut jouer au poste 2-3 Brown, qui peut aussi combler ce rôle. Et moi je me dis que l'arrivée d'Ariza, c'est plus le moyen d'annoncer le trade futur d'autoporteur dans ce top cash shooter. Puisque Ariza c'est plus le rôle d'autoporteur en fait. En ayant déjà son remplaçant. Et je me dis qu'en fait...
Voilà. Donc moi je me dis peut-être qu'en fait en ayant Ariza, ils ont leur sécurité, ça leur permet d'être plus flexibles dans les deals qu'ils peuvent accepter pour autoporteur par exemple. Ça, je le comprends, mais tu peux être aussi flexible dans les deals pour autoporteur en allant Kelly Oubre. Mon problème avec ça, deuxième placement de produit, Kelly Oubre, que Pierre avait observé il y a quelques semaines de ça. On vous invite à aller sur YouTube, écouter le profil ou sur les plateformes de streaming. Je deviens un pro du placement de produit, c'est assez effrayant. Kelly Oubre, c'est un joueur sélectionné presque loterie. Il aura jamais eu vraiment sa chance avec les Wizards. Sa chance pour moi, c'est avoir des minutes en tant que titulaire et pouvoir essayer de s'imposer. Il l'a jamais eu. Alors il avait des joueurs meilleurs que lui dans la rotation qui avaient plus de minutes que lui. Ok, mais il a jamais eu vraiment cette chance. Là, on ramène un vétéran certes, mais si dans ton projet c'est remplacer Kelly Oubre, remplacer Otto Porter, t'avais peut-être ce remplaçant avec Kelly Oubre. Alors à l'heure actuelle, je suis pas sûr que Kelly Oubre au niveau de Trevor Ariza, même si le Trevor Ariza du début de saison avec Watch les Suns est pas bon, mais je vois pas l'idée en fait. Alors tu peux pas le re-signer après la saison, la fin de la saison, ok, mais si l'idée derrière c'est on trade Otto Porter dans le futur, bah tu pourras le re-signer parce que tu auras plus le contrat d'Otto Porter qui sera gênant. Même si on sait que mais tu vas récupérer de l'argent. On le sait. Tu vas récupérer de l'argent en face, hein. Tu vas pas dumper 26 millions dans le cap space de quelqu'un, hein. Mais je vois pas trop l'idée, surtout qu'on sait que Ariza est peut-être parti après la saison prochaine. En tout cas, il est libre. Je vois pas. Mais moi je suis totalement d'accord avec ça. Moi j'ai essayé de trouver un angle entre guillemets différent voilà, un angle différent qui pouvait expliquer ce move d'Ernie Grunfeld, puisqu'en fait à partir du moment où tu perds du talent ou un potentiel talent, enfin, je me dis que tu aurais quand même pu avoir mieux si tu voulais transférer Kelly Oubre demain, peut-être que tu as mieux que le package qu'ils ont reçu, tu vois. Après l'idée peut-être c'est peut-être aussi de faire de l'addition par soustraction entre guillemets, puisque le fait de ne plus avoir Austin Rivers là, ça va libérer des minutes notamment pour Satoransky qui pourra jouer un petit peu plus. Certes, ça risque d'être limite derrière John Wall qui est sujet aussi à des blessures et qui doit être ménagé physiquement. Mais on a vu l'an dernier que quand Satoransky jouait notamment avec Bradley Beal, que les Wizards avaient un jeu plutôt intéressant. Donc peut-être c'est le deal, c'est un peu essayer d'enlever un peu d'explosivité entre guillemets du roster pour mettre un petit peu d'assainissement pour que l'équipe retrouve un niveau plancher décent, quoi, puisque là ils jouent en dessous pour moi de leur niveau plancher, quoi. C'est juste inadmissible la façon dont les Wizards jouent. Et pour revenir un peu sur Trevor Ariza, comme tu l'as mentionné, Trevor Ariza, c'est un joueur que John Wall a permis que ce joueur-là soit payé, notamment quand il est parti à Houston. Et je pense que lui, comme il a vu un peu la naissance entre guillemets du duo Wall Bill et les tout premiers playoffs, quoi. Lui, il était là avant Paul Pierce, donc peut-être que le fait que lui il ait vu un peu la montée en puissance de ces gars-là, le fait de revenir dans le vestiaire, ça fera peut-être une présence stabilisatrice qui va permettre de les canaliser. Mais après, c'est très théorique, hein. Ouais, t'as parlé d'explosivité. Pour une fois, on parle d'explosivité en dehors du terrain et pas sur le terrain. Oui, de ce côté-là, ça se comprend, mais comme tu l'as dit, je pense que, alors c'est pas des joueurs transcendants, mais je pense que Kelly Oubre, ça reste un ailier, comme l'avait décrit Pierre, c'est un ailier athlétique qui peut mettre des shoots, même s'il est pas toujours en réussite, et comme je l'avais dit, son pourcentage est assez trompeur en carrière, mais comme l'avait montré Pierre, c'est un joueur qui avait pas mal de potentiel. J'ose espérer dans une ligue où tout le monde rêve d'ailier, tu aurais pu obtenir plus qu'un vétéran qui avait fait un très mauvais début de saison et qui est libre l'année prochaine. Surtout que t'as rajouté Austin Rivers qui lui aussi n'a pas fait un bon début de saison, mais qui du côté de Phoenix, parce qu'on peut aussi en parler un peu du côté de Phoenix, Austin Rivers, alors c'est pas un meneur dans le sens traditionnel du terme, mais au moins c'est quelqu'un qui peut un peu mener la gonfle, c'est un espèce de combo, ça passe, parce qu'à l'heure actuelle c'est le désert total. Je pense de mémoire beau jeu de mots, c'est vrai, sans faire exprès, de mémoire de podcasteur qu'il a en fait que 3 ans, j'ai pas souvenir d'un poste aussi vide à l'échelle NBA que le poste de meneur à Phoenix. Celui à Chicago en début de saison à l'absence de Chris Dunn. Très bonne réponse, j'y avais pas pensé.
Ou même Philly là qui avait à l'époque Canaan et Tony Rotten. Est-ce que la période du grand Tony Rotten c'est pas mieux? Est-ce que tu préfères pas Tony Rotten de la grande période à tout ce qu'il y a du côté de Phoenix? Même si Cocorico, il y a Eli Okobo qui fait des allers-retours avec la D-League maintenant, je veux dire, il y a pas c'est vrai que c'est compliqué, il y a pas un joueur qui a un niveau NBA. Donc même un combo ça peut passer. Après c'est peut-être peut-être pour Kelly Oubre là-dedans que se pose la question, parce que on l'a assez descendu la semaine dernière. Il y a Josh Jackson, il y a Bridges, il y a du monde en fait déjà du côté de du côté de Phoenix. Ouais, c'est triste pour Troy Daniels qui ne verra plus le terrain malheureusement, mais bon. Non, mais enfin pour rester sérieux, franchement, je sais pas en fait. Tu vois, idéalement, tu vois, là, il arrivait à Memphis, Kelly Oubre, ça aurait été mieux pour lui, j'ai l'impression, puisqu'il aurait été dans quelque chose de structuré, dans un basket un petit peu plus structuré, avec des vétérans où peut-être sa folie aurait pu être canalisée, mais à Phoenix, en fait, c'est limite un no man's land. Il va canaliser. Qui va le canaliser? Josh Jackson. Qui? Puisque ça va devenir hyper explosif, puisque, enfin, voilà, quoi, enfin, Josh Jackson, Rashon Holmes, t'as ensuite derrière Bridges aussi, enfin t'as quand même tu vois par exemple à l'aile il y a énormément t'as TJ Warren aussi, tiens, du coup qu'on oublie, oui, mais ils ont 4 ailiers qui en théorie doivent avoir du temps de jeu: Oubre, Warren, Jackson, Bridges. Tu fais cohabiter qui? Parce que aucun d'eux peut jouer 5 dans du small ball. Josh Jackson cohabite très mal avec le reste. C'est assez compliqué. Et avant qu'on enchaîne par, à part si t'as quelque chose à rajouter, Tom, par la signature de Spencer Dinwiddie, je pense que c'est un no tweetos, Kev MVP, qui a tout résumé. Je cite son tweet. En parlant de Kelly Oubre, quitter un bordel pour un autre bordel, il a vraiment pas de chance. J'avoue que c'est assez bien résumé. Ça résume un peu ce qui se passe avec Kelly Oubre, qui a quand même enchaîné Washington et Phoenix, c'est pas cadeau. Dernier petit point, Spencer Dinwiddie, c'est une des prolongations de cette semaine, 3 ans, 34 millions pour le joueur des Nets. Qu'est-ce que tu voulais qu'on en parle, Tom? Qu'est-ce que tu voulais nous en dire? Je trouve que c'est bien joué quand même de la part des Nets de réaliser que au final leur cap space leur servira pas, enfin de donner moins de valeur à leur cap space que par exemple des équipes comme les Knicks, puisque ça leur permet de générer des assets et de la valeur. Je pense que Spencer Dinwiddie par exemple, c'est un joueur qui a plus de valeur sur son contrat actuel et sur sa prolongation qu'il ne l'avait s'il avait par exemple été échangé comme un vulgaire entre guillemets joueur en fin de contrat, joueur en fin de contrat à la trade deadline. Je pense que ça leur donne aussi une assurance au cas où Caris LeVert se rechute ou ne peut pas revenir à 100%, et si D'Angelo Russell doit s'en aller à la fin de la saison. Ils avaient signé Shabazz Napier cette saison et puis il joue pas du tout, donc moi je trouve que c'est un joueur plutôt intéressant. Je trouve quand même que Spencer Dinwiddie c'est un joueur qui est plutôt surcoté offensivement. Enfin, l'an dernier c'est un joueur qui a shooté à 38% au général. Alors oui, il a une sélection de shoot. Enfin, c'est atroce. Oui, mais c'est affreux. Il a une sélection de shoot qui est plutôt analytique, c'est-à-dire qu'il prend énormément de 3 points, qui tente des shoots difficiles, notamment sur du pull-up à 3 points, mais 38% à 3 points, 38% au shoot en général, c'est loin d'être bon, et je trouve qu'il est un petit peu surcoté sur cet aspect du jeu. Mais après, c'est un meneur qui te permet de faire fonctionner les choses, quoi, d'avoir un peu pas forcément à la DJ Augustine, mais tu vois le type de meneur un peu à la Deron Collison, où tu sais que voilà, t'as un niveau plancher qui est assez intéressant et que tu peux faire des choses intéressantes autour de ce gars-là, même si ce sera pas ton premier initiateur. Ouais, et puis comme tu l'as dit, alors c'est un espèce de backup. Je pense que là où on voit le surcotage, et je suis d'accord avec toi, c'est peut-être qu'on l'imagine peut-être du côté des Nets, c'est par certains comme un mec qui peut peut-être être un meneur titulaire ou sur une base arrière titulaire, et je pense que c'est pas le cas. Après, je suis d'accord avec toi, et de toute façon, tu m'as conquis au moment où t'as dit ils arrêtent de donner de la valeur à leur cap space. C'est vrai que faut leur arrêter. Je veux dire, les Nets, on savait bien que maintenant que Jimmy Butler, ce qui était un petit peu leur cible pendant un moment,
pourrait re-signer avec on fait toujours attention à annoncer des trucs qui vont pas se passer, mais si Jimmy Butler re-signe avec Philadelphie, il y a pas 50 cibles en fait. Ça serait même dommage pour eux d'aller surpayer un second couteau plus tard. Donc en cela, c'est assez intéressant. Puis je suis surtout d'accord avec ce que tu l'as dit, vu qu'il y a et je sais pas pourquoi, une névrose totale en NBA, on a peur de trader pour des mecs qui ont un contrat expirant, ce qui peut paraître contradictoire à ce que j'ai dit par rapport à Trevor Ariza il y a 5 minutes. Ça peut être bien en fait de l'avoir toujours comme monnaie d'échange, mais avec les 3 ans maintenant. Ouais, totalement, puisque on peut se dire que, par exemple, une équipe comme le Magic ou même une équipe comme Denver pourrait être intéressée par ce contrat en fonction de ce qui peut se passer à la fin de la saison pour ces deux équipes-là. Ce sont des candidats potentiels à un trade, par exemple, arrivé au moment de la draft, puisque là, Spencer Dinwiddie peut plus être transféré pendant 6 mois. Au moment de la draft, c'est un joueur qui pourra intéresser peut-être une équipe, et du coup, les Nets pourront essayer de récupérer quelque chose pour lui. Ce qui est bien. J'aime bien cette gestion des Nets, parce qu'il y avait un moment, ils commençaient à jouer le jeu de tout le monde, c'est-à-dire j'empile le salary cap, et en fait je me rends compte que ça sert pas à grand chose. Donc je suis assez heureux pour eux. Et pourquoi je brodais depuis, tout le monde se dit mais vous avez peut-être la sensation que je brode, parce qu'en fait j'étais en train de chercher sur internet en direct le pourcentage au shoot de Spencer Dinwiddie et comparé aux autres, et oui, il avait pris 800 shoots l'année dernière, 838 shoots, j'ai regardé les joueurs qui ont plus de 800 shoots l'année dernière, sur 79 joueurs qualifiés, il était 79e au pourcentage de réussite. Autant vous dire que c'était catastrophique en termes de pourcentage de réussite. Donc même, comme tu l'as dit, même si il prenait des shoots difficiles, ça justifie pas d'être en dessous des 40%. Enfin, les 2 autres seuls joueurs en dessous de 40%, c'était Terry Rozier et Dennis Smith. Oula, c'est pas une bonne compagnie. C'est pas forcément une si bonne je compagnie. remonte le classement, Tom, c'est la fin de l'épisode juste pour toi. Ensuite, on a Carmelo Anthony, à peine au-dessus des 40. Allen Crabbe, à peine au-dessus des 40. Robert Covington, à peine au-dessus des 41. Et alors ensuite, là, c'est magnifique, Josh Jackson. Quand tu rentres sous Josh Jackson au shoot, c'est pas possible. Voilà, et puis c'était jamais mentionné ça, en fait, qu'on en parlait. Enfin, j'ai vu souvent des articles ou même des vidéos. Oui, voilà, c'est un candidat au MIP parce qu'il a pas mal progressé. Sauf qu'offensivement, il tenait pas la route, en fait. Ouais. On a beau dire efficacité dans tout ça, ça reste quand même clé. Après, je pense que si on bascule sur un efficient field goal percentage, très bien dit, il est plus dernier. Bon, il se classe 76e sur 79. Il y a que Schroeder, Jackson et Smith qui font pire. Mais bon, quand même. Enfin, pour vous classer, en termes d'efficacité, c'est pas trop ça. C'est pour ça que je pense qu'il est plus dans un rôle de backup. C'est plutôt ce qui lui va le mieux. On va conclure comme ça. Tom, cet épisode, on a passé pas mal de temps on passe de plus en plus de temps, en fait, hein. En théorie, nos sujets de début, ils durent 40 minutes, mais maintenant, ils en durent 50, 55, 1 heure. Il va falloir, j'ai abandonné l'idée de time. On a le crachoir avant Noël. Le pire, c'est, il faut savoir qu'à chaque fois, en off, on se dit, mais on a oublié de parler de ça. Donc, on peut encore faire pire, hein. C'est ça qui est atroce. C'est ça. C'est comme ça, du coup, qu'on va conclure cet épisode numéro 51. Pas du tout. 141. Il faut en rajouter 110. Merci de nous avoir écoutés. On vous rappelle de nous poser des questions pour l'épisode de Noël. On va vous relancer sur les réseaux sociaux, mais on vous livre les coulisses. On risque de l'enregistrer plus tôt d'habitude dans la semaine. Donc vos questions on va dire que d'ici jeudi, ça serait bien de nous les envoyer si vous en avez. On vous rappelle aussi, comme d'habitude, de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, sur les plateformes comme Spotify, Podcast Addict, iTunes. N'hésitez pas, les petites étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Et puis aussi YouTube, comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. Bref, Tom, c'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode des questions. C'est toujours des épisodes cool parce que ça nous permet un peu de relâcher la pression, et voilà, il y a déjà des questions pas mal. Il y a notamment une question qui nous a demandé qui est le moins objectif de l'équipe. Et celle-ci, j'ai bien envie d'y répondre. Celle-ci, j'ai bien envie d'y passer 10 minutes. Donc nous, on vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut.